Mec, t'as vu, le prof, genre il fait des vidéos sur internet. Nah, j'ai... Je te jure, regarde. En plus, ça pue la merde, le mec qui veut commencer une série pour réviser le bac. Enfin, c'est n'importe quoi. Oh vos gueules, mes vidéos elles sont géniales, ok? Et d'ailleurs, mais fermez vos gueules parce que putain, on a cours! Alors notre histoire commence en 1870. À cette époque, le régime napoléonien s'est fait renverser par le régime républicain qui va imposer la liberté de la presse en 1881. Alors, cette liberté n'est pas totale. Par exemple, elle interdit l'incitation à la haine, l'incitation au délit ou encore la diffamation. À cette époque, c'est surtout le journal papier qui va se développer et ça c'est grâce à 3 points importants. Premièrement, les lois Jules Ferry de 1881-1882, ce qui va permettre à énormément de personnes d'être des potentiels acheteurs de journaux. Deuxièmement, les progrès technologiques avec l'apparition des rotatifs durant le 19e siècle, ce qui va énormément réduire le coût d'impression d'un journal, ce qui permet de le vendre moins cher et donc à plus de personnes. Et enfin, la rapidité des communications, ce qui permet aux journalistes ainsi qu'à l'information du coup de pouvoir transiter beaucoup plus rapidement. On a donc des journaux moins chers qui peuvent être diffusés plus rapidement et plus de personnes pour pouvoir les lire. Il y a 2 types de presse à l'époque, notamment la presse d'opinion, avec par exemple des journaux comme La Croix, journal conservateur catholique, L'Action française, journal d'extrême droite sur lequel on reviendra plus tard, ou encore L'Humanité, journal qui a été créé par Jean Jaurès en 1904. Cette presse, avant la Première Guerre mondiale et surtout avant l'affaire Dreyfus, n'est pas celle qui est la plus diffusée. Les classes populaires, elles, vont s'orienter vers un autre type de presse qui est appelée la presse populaire. Eh, ça fait 2 fois populaire, monsieur. Eh, comme dans la chanson, ça s'en va et ça revient. Chanson populaire. Bon, parlons de l'affaire Dreyfus. Pour faire simple, Dreyfus est un capitaine juif et alsacien qui a été condamné en 1894 pour avoir soi-disant pactisé avec l'ennemi. Le jugement est bâclé, Dreyfus est envoyé au bagne et énormément de coquilles se sont glissées dans ce jugement. Ah, j'en connais un autre qui baxe ses jugements, monsieur. Nico, 3 heures de colle! L'affaire avait fait peu d'écho dans les médias qui condamnaient à peu près tous Dreyfus, mais elle ressurgit en 1898 avec Émile Zola. Émile Zola va écrire J'accuse, une lettre ouverte au président de la République, écrite dans le journal L'Aurore. Bon, une lettre ouverte en gros c'est une lettre adressée à une personne mais que tout le monde peut lire. L'opinion publique va donc se séparer en 2 groupes distincts, les Dreyfusards qui défendent l'innocence de Dreyfus et les anti-Dreyfusards qui défendent l'inverse. Zola sera assassiné en 1902, l'affaire va rentrer au cœur de la vie politique française et le jugement sera refait en 1906. Dreyfus est acquitté et cela n'aurait sûrement pas eu lieu si les médias ainsi que l'opinion publique ne s'étaient pas mêlés de cette affaire. Mais du coup, pour la presse, tout va bien. À l'aube de la Première Guerre mondiale, elle tire à peu près 9 millions d'exemplaires par jour. Elle aura réussi à acquérir en une trentaine d'années une importance cruciale au cœur de la vie politique du pays. Mais lorsque la guerre éclate, justement, cette renommée va forcer le gouvernement à mettre en place une censure. Cela permet de conserver l'unité du pays et de mettre en place une propagande gouvernementale. En gros, les Boches, c'est les méchants, il faut absolument les terrasser, il n'y a pas d'autre point à faire là-dessus, et nous, on est les gentils héros à qui il faut donner de l'or pour pouvoir permettre à la patrie de triompher contre le méchant Boche. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'est créé le Canard enchaîné, qui va d'ailleurs beaucoup se servir de l'humour pour pouvoir contourner la censure. Si vous arrivez à recaser ça dans vos copies, GG. Mais voilà, arrive la fin de la guerre. On est victorié et du coup la liberté de la presse est réinstaurée. Sauf que le contexte va être très différent dans les prochaines années, car la radio apparaît durant l'entre-deux-guerres. Sauf que le contexte va énormément changer. La radio va se populariser durant l'entre-deux-guerres. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Pardon, monsieur, pardon. Durant les années 30, c'est plus de la moitié des ménages qui possèdent une radio. Autant vous dire que c'est un moyen d'information devenu crucial pour le gouvernement. Et du coup, malgré quelques stations privées, on peut citer Radiola ou encore Radio PTT, le gouvernement va énormément contrôler ce nouveau moyen d'information. La grande radio qu'il faut connaître, c'est Radio Paris. Ici, c'est Paris. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Puis vient le grand crash de 1929, ce qui va mener dans les années 30 à une énorme crise économique, financière, sociale, une augmentation du chômage, c'est la merde. Cela va se traduire par un rejet du parlementarisme, que ce soit l'extrême gauche ou encore l'extrême droite, tout le monde va commencer à gueuler contre le gouvernement en place. Cela va mener à la crise du 6 février 1934, une crise qui démarre avec l'affaire Stavisky, une affaire de corruption de parlementaires en gros. Je peux savoir ce que vous dites vous deux? Eh, que Fillon il est rentré vachement tôt en politique, monsieur. Tu sais quoi Nico? Je te retire tes heures de colle. Allez. Et la presse va devenir le porte-parole de cette opinion publique chauffée à blanc. Le 6 février 34, c'est le jour où le gouvernement Daladier devait être investi.
Les ligues d'extrême droite vont entamer d'énormes manifestations à Paris, ce qui va mener à une émeute, ce qui va mener à des policiers qui vont tirer sur les manifestants. Oui, parce qu'à l'époque, on faisait pas dans la demi-mesure, hein. C'était pas des balles en caoutchouc, c'était des balles réelles. Ça va mener à 15 morts et des centaines de blessés. Et là, dans la presse d'opinion, il va y avoir une opposition entre l'extrême droite qui accuse le gouvernement d'avoir commis des atrocités contre les manifestants et ce même gouvernement qui accuse l'extrême droite d'avoir voulu prendre le pouvoir. Mais cette révolte, quoi qu'on en dise, aura fait chuter le gouvernement Daladier. Et ça, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ah, tu vois, le prof il a fait une vidéo toute pourrie dessus, regarde ça. Oh, vos gueules, vous! La majorité de la presse, en condamnant cette manifestation, va mener à une union des partis de la gauche, ce qui mène à la création du Front Populaire qui va obtenir le pouvoir en 1936. Puis vient le petit moustachu en 1939. Un Mario. Un Luigi aussi. Ferme ta gueule! La France rentre en guerre contre l'Allemagne. Une nouvelle fois, la censure va s'imposer, que ce soit dans la presse écrite ou alors à la radio. Sauf que contrairement à la Première Guerre mondiale, cette fois-ci... on perd. Le pays va être coupé en deux, le nord sera occupé par les Allemands et le sud sera sous le contrôle du régime de Vichy. Vichy Célestin, je me sens bien. On assiste donc durant cette période à une guerre des ondes, une opposition entre Radio Paris et les radios du régime de Vichy, contre la BBC en Angleterre, ou encore Radio Alger lorsque l'Algérie sera reprise par les Français, ou plutôt par les forces françaises libres du général de Gaulle. De nombreux journaux clandestins vont apparaître pour faire face à ça en France, que ce soit Combat ou encore Libération. À la fin de la guerre, la liberté de la presse réapparaît à nouveau. Et encore une fois, le contexte va changer car c'est la télévision qui s'impose. Certains journaux vont disparaître car ayant été le relais de la propagande et d'autres vont définitivement s'imposer comme Libération. Mais en plus de se faire concurrencer par la radio, la presse écrite doit maintenant faire face à la télévision. Dans les années 60, c'est plus de 90% des ménages qui possèdent une radio et 61% qui possèdent une télé. Alors qu'en 1958, t'avais que 5% des ménages qui avaient une télé. Pour vous dire l'évolution. Enfin, nouveauté importante pour la radio, l'apparition du transistor, une radio mobile tout simplement. Et durant la guerre d'Algérie, De Gaulle va justement utiliser ce transistor pour pouvoir rentrer en contact avec l'armée en 1961. En effet, alors que des généraux ont envie de tenter un putsch, De Gaulle va appeler les soldats du corps expéditionnaire pour éviter qu'ils suivent les putschistes. Après la guerre d'Algérie, De Gaulle, maintenant président, va continuer d'utiliser les médias. Et il est devenu youtubeur, monsieur. Ah mais d'accord, c'est le Mélenchon de la télé quoi. Il a compris qu'on était entré dans l'ère des médias qui donnent leur information à l'opinion publique et que les deux se forgent mutuellement et qu'il fallait donc pouvoir les contrôler pour pouvoir s'acquérir une grande influence. Mais l'opinion publique justement, là on a ras-le-bol de ce contrôle des médias par l'État. Et durant la crise de mai 68, justement, une grande partie de l'ORTF va se mettre en grève. Bon, l'ORTF en gros c'est l'organisme qui gère les stations de radio et les chaînes de télévision. Pourtant De Gaulle va réussir à garder le contrôle des médias, mais cela ne va pas durer longtemps. Car en 1974, Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer l'ORTF. Il rend donc l'indépendance aux 3 premières chaînes de télévision françaises et Mitterrand va enfoncer le clou en 1882 en enlevant le monopole de l'État sur l'audiovisuel. Ce qui va permettre la création d'énormément de petites chaînes, comme Canal+. Et enfin apparaît le média de notre temps. C'est lequel, monsieur? Mais on est dessus, couillon! Et ton voisin aussi, là, qui est en train de chatter sur Facebook, c'est Internet! Et justement, ce média va encore plus bouleverser la situation. Déjà, la presse écrite va continuer son très long déclin, obligée de s'adapter en créant des sites web ou bien condamnée à disparaître tôt ou tard. La radio, elle aussi, elle chute en influence, tout comme la télévision qui commence par se faire concurrencer. En 2013, 82% des ménages français avaient accès à Internet. Et autant vous dire que ce chiffre a sûrement encore augmenté depuis. En fait, ce qui change avec Internet, c'est la frontière entre l'opinion publique et le média. En effet, sur Internet, tout le monde peut avoir une voix, une identité, tout le monde peut partager, tout le monde peut créer des choses, tout le monde peut participer à un débat. Ce qui va donc fortement modifier le rapport de force entre les médias traditionnels et l'opinion publique. Pour conclure, vous pouvez parler de l'attentat de Charlie Hebdo, montrer comment il a été relayé par les médias. Non seulement la télé a énormément diffusé l'information, mais Internet a permis une transmission sans précédent à une échelle nationale grâce aux internautes qui se relayaient les informations. Au passage, je suis sûr que vous aussi vous avez contribué à transmettre cette information. Voilà, c'est la fin du cours. Bon, n'oubliez pas de noter en devoir de vous abonner à la chaîne et d'aller voir les autres vidéos quand elles seront sorties sur les autres chapitres. Et au passage, prévenez les absents, en partageant la vidéo. Et si vous voulez être au courant des interros surprises, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, dans la description. Allez, à la semaine prochaine!